Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h à savoir avec Denis Vanier. Bonsoir. Bonsoir Cécile. On va apprendre plein de choses encore puisqu'on va parler de la vie des arbres en ville, on va parler d'éoliennes, d'espaces naturels sensibles, mais on commence par la terre qui tremble parfois. Elle a tremblé au Népal, il y a très peu de temps, on en a parlé tout à l'heure dans le 18h aujourd'hui, un séisme meurtrier au Népal qui rappelle à quel point la croûte terrestre est en mouvement permanent, dans l'Himalaya, mais aussi dans le massif armoricain, notre vieille chaîne de montagnes qui s'attend du Finistère à la Loire-Atlantique, elle aussi bouge, elle a, comme on pourrait dire, des rhumatismes, ça grince un peu de temps en temps. Ça coince, ouais. Et vous allez voir sur cette vidéo à quel point elle grince très souvent. Alors on a accéléré. Alors, tous ces points qui clignotent, ce sont les séismes qui se sont produits depuis 1980 dans l'ouest de la France. Alors, une seconde représente un an, mais on voit sur ces images que tous ces petits points, ce sont des séismes. Alors, souvent inférieurs à 3,5 de magnitude, c'est-à-dire une magnitude qu'on perçoit souvent très peu, enfin une ou deux personnes le perçoivent, et surtout qui ne font aucun dégât. En revanche, et notamment c'est ce qu'on voit avec tous ces points rouges, c'est des séismes qui sont supérieurs à 3,5. Là, on sent la terre trembler et parfois ça peut faire des dégâts. Alors, depuis 1980, on n'a pas eu de séisme ravageur en Loire-Atlantique, évidemment. En revanche, en 1799, ce séisme qui est d'une magnitude de 7, sachant que le séisme du Népal était d'une magnitude de 7,5. Donc on était très proche de ce séisme meurtrier en 1799 dans le Pays de Ré. C'est dans le Pays de Ré, donc. Dans le Pays de Ré. Voilà. Et ça avait fait des ravages jusqu'à Nantes, puisque plusieurs cheminées étaient tombées, des immeubles s'étaient fissurés. Et on voit sur cette carte que depuis 2011, la Loire-Atlantique est coupée en deux entre une zone de risque sismique modéré au sud et beaucoup plus faible au nord. Voilà, et cette zone est une zone officielle, c'est-à-dire que toutes les constructions désormais doivent répondre à des normes sismiques. Donc Nantes est dans une zone à risque, et Saint-Nazaire aussi d'ailleurs, mais modérée, entendons-nous bien. Mais modérée. Mais le risque est là. Mais rien n'empêche d'avoir un séisme de magnitude 7 comme on a connu en 1799 dans la région. Bien sûr. On va parler de risque encore. En tout cas, il en sera question également lors des journées scientifiques de l'université. Oui, ce sera le 12 juin, juste pour noter la date dès maintenant. Le thème cette année, c'est enquête du risque zéro. Alors, on en parlera en matière de santé, de sociologie, de politique, et avec un grand témoin qui est Ronny Broman, le cofondateur, dirons-nous, et l'ancien président de Médecins sans frontières. Donc ce sera le 12 juin à l'Université de Nantes. Une autre info pratique pour découvrir les espaces naturels sensibles de Loire-Atlantique, et ils sont nombreux. Et ils sont gérés par le conseil départemental, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Il existe désormais aussi un site internet qui permet de les recenser et de tout savoir sur les balades possibles dans ces espaces. Voilà ce site avec quelques exemples. Par exemple, le samedi 13 juin, avec le centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes à Nantes, sur la découverte des abeilles sauvages. Le même jour, les secrets de la dune de Penbron avec l'association Bretagne Vivante, ou encore l'observation de la flore dunaire des terres rouges. C'est à Saint-Michel-Chef-Chef. On dit Penbron, hein. Penbron. Ouais, Penbron. J'aime bien Penbron, d'accord. Alors Penbron. Allez, on passe à un nouvel épisode de Une question, un chercheur. Si vous voulez bien, on commence par la question. On écoute. Bonjour, je m'appelle Camille. Et en fait, ma question, ce serait comment les éoliennes font-elles pour pouvoir s'ancrer dans la mer avec tout le courant et les marées et les vents? On répond à Camille ? Absolument. Et c'est pas moi qui vais répondre. C'est plutôt Franck Scouff. Il est chargé de mission énergie renouvelable auprès du président de l'Université de Nantes. Alors, on est encore à une phase d'expansion et d'exploration de beaucoup de solutions technologiques. Évidemment, l'acier et les matériaux composites sont au premier rang des matériaux qui sont utilisés pour leurs questions de résistance, pour des questions aussi de poids, de performance. Dans l'aéronautique, elles sont utilisées depuis très longtemps, dans l'industrie navale aussi. Et puis, certainement, d'autres matériaux vont apparaître, pas forcément des matériaux complètement nouveaux, mais peut-être des matériaux intelligents. Des matériaux qui vont comporter des capteurs, qui vont être capables de s'auto-diagnostiquer et puis finalement de répondre à de nouveaux besoins qui sont comment je peux connaître l'état de santé d'une structure qui est à 10, 20, 30, 50 km des côtes et qui va devoir me donner de l'information sans que je sois
obligé d'aller auprès d'elle pour surveiller son état de santé. Voilà, donc les éoliennes, effectivement, elles sont situées au plus proche de la ressource. Donc la ressource, c'est des fortes tempêtes pour le vent. Ça va être des houles extrêmes quand on va utiliser des énergies marines renouvelables adressant les questions de houle. Et donc la question essentielle, c'est est-ce que finalement cette structure qui est située dans des conditions les pires qu'un homme aurait essayé justement d'évacuer quand il est sur son navire, dans quelle mesure ces structures vont pouvoir résister à ces conditions particulièrement sévères. Et une des solutions que l'on a, c'est soit mettre beaucoup de matériaux au moment de la construction, ce qui va consister à évidemment consommer beaucoup de matière et d'énergie pour construire, et donc du coup mettre beaucoup d'argent sur cette partie de construction, ou alors d'accompagner la vie de la structure comme on le fait avec un humain, donc avec un diagnostic, avec du monitoring, comme quand on se fait mesurer la tension chez le docteur, de telle manière à ce qu'on puisse sentir en amont et diagnostiquer en amont les possibles défaillances qu'elle peut rencontrer et évidemment la soigner en amont. Et pour ça, on y remédie via des plans de maintenance, qui sont des plans de maintenance qu'on va appeler préventifs pour prévenir la maladie. Et vous retrouvez bien sûr ce programme sur le site de la Web TV de l'Université de Nantes. L'adresse s'inscrit là sur l'écran. C'est le moment d'accueillir notre invité pour parler des arbres en ville. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rémi Salvador. Bonsoir. Vous êtes le chef de l'unité d'arboriculture. Alors je ne sais pas comment on peut nommer ça, c'est un peu barbare pour nous. Mais... Le responsable de l'équipe d'arboriculture. Ouais, vous êtes urbaine. Le chef des arbres de Nantes, voilà, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus joli. C'est vous qui êtes en charge de l'entretien, de la plantation de tous les arbres qu'on trouve sur l'espace public à Nantes. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il y en a plus de 50 000 sur l'ensemble de l'espace public. On parle juste de l'espace public, là. Oui. Et les arbres en ville, finalement, c'est presque une idée neuve, parce que ça a jamais coulé de source, en fait, des arbres en ville, en milieu urbain. Non, c'est sûr que si on se réfère aux situations passées, à notre histoire, c'est vrai que les arbres étaient plutôt dans le milieu forestier, voire après ensuite ça s'est développé sur le long des voiries, mais plutôt en milieu périurbain, mais pas dans les centres-villes, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on se retrouvait souvent avec une architecture assez particulière, avec des ruelles, des rues très étroites, donc très peu de place pour l'arbre. Et c'est venu ensuite avec l'urbanisme et au XVIIIe et XIXe siècle, où l'arbre a pris une certaine place, liée aussi à ses bienfaits par rapport à l'esthétisme, à son ombrage. C'est que pour l'esthétique ou... Non, mais il y a aussi... Il y a aussi quelques effets sur la pollution aussi, sur le paysage, bien sûr. Il a d'abord été planté pour ça. On va en reparler, mais sur l'origine vraiment de l'implantation des arbres. Alors, c'est le XVIIIe siècle où les hygiénistes commencent à parler éventuellement des bienfaits des arbres. On parle aussi éventuellement de l'époque romantique, après au XIXe. Est-ce que l'arbre a une valeur symbolique plus qu'autre chose ou... Oui, puis aussi, ce qui a mis en avant l'arbre en ville à Nantes, c'est aussi son port et ses échanges commerciaux via le port de Nantes, qui au XVIIIe siècle, et plus particulièrement avec le Magnolia grandiflora qui est arrivé via le port de Paimboeuf en 1711, ça a insufflé aussi une certaine dynamique. Et après, avec tous les phénomènes d'urbanisation, les créations de l'île Gloriette ou du quartier Madeleine ou autre en 1720 ou en fin du XVIIIe siècle. C'est vrai que là, il y a eu cette dynamique. Et après, bien sûr, avec certaines plantations, comme on peut voir aussi sur Paris avec Haussmann en 1860, qui lui aussi a boosté dans ce sens-là. Ouais. Quand on pense aux arbres en ville, on pense alors d'une part aux arbres qu'on trouve dans les parcs, ces lieux de récréation, et puis ces arbres d'alignement, alors qui sont bien rangés. Les voitures se garent, en fait, c'est ça, parce que c'est souvent sur les grands boulevards. Les immeubles également qui se sont positionnés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu aussi toute une évolution avec une urbanisation qui fait que des arbres qui avant étaient assez loin des structures bâties se retrouvent maintenant très très proches. Donc on doit procéder des fois à des travaux d'entretien, de taille ou d'élagage pour remédier à certaines contraintes. Ouais.
Mais en tout cas, pour rebondir sur la question de Denis, c'est pourquoi on les aligne comme ça. Là, on est vraiment sur les questions d'esthétique. Oui, ça, c'est on trouvait à une époque que c'était pure. chouette. Voilà, on le trouve beaucoup sur la région parisienne avec un style, on appelle ça de la forme architecturée en taille en rideau. C'est vrai que c'est assez linéaire, c'est fait avec une machine. C'est un travail très très spécifique, mais c'était plus par rapport de l'esthétique. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui sont fervents de ce mode de gestion-là. Après, voilà, c'est purement personnel et voilà. Sur la taille des arbres, alors aujourd'hui on voit ces grandes scies circulaires qui traversent, ça fait peur d'ailleurs quand on passe à côté. Oui. Et sur les tailles des arbres, on a vu beaucoup, enfin on a vu un peu tout et n'importe quoi, des arbres taillés au niveau du tronc qui ressemblent un peu à ces arbres amputés. Est-ce que de ce côté-là, il y a des pratiques qui ont changé au sein de vos services par exemple? Est-ce que vous avez des recommandations particulières sur la taille des arbres? Oui, bien sûr, par rapport à ces formes et ces tailles assez drastiques, on pratique maintenant, on appelle ça de la taille douce, donc qui est de la taille raisonnée sur des plus petites sections, pour moins affaiblir les arbres, pour pas qu'il y ait de problèmes sanitaires derrière, avec des apparitions de champignons qui peuvent aussi causer des dégâts et de la fragilité à certaines structures d'arbres. Donc là, on va plutôt tailler sur des petites sections que sur des très grosses sections. Voilà. Il y a combien d'espèces différentes sur une ville comme Nantes, par exemple, si on se réfère ce qu'on évoquait tout à l'heure, les arbres d'alignement nantais, il y a 185 espèces différentes qui sont référencées. Ça représente environ 20 000 arbres d'alignement. Donc vous faites un petit peu le ratio. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine diversité. Et c'est pour ça qu'on est dans un objectif d'une ville arboretum dans les squares et parcs nantais, mais aussi sur nos arbres d'alignement. Quand on n'est pas botaniste, je vous dirais, plutôt que les arbres d'alignement, on a l'impression que c'est toujours des platanes, des platanes, des platanes. Ah non, mais c'est pas que ça. C'est vrai qu'il y en a quand même. Voilà, aussi quelques magnolias. Mais dans le plus représenté, c'est vrai que c'est le genre Platanus, donc platane, qui représente environ 25%. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Pourquoi on utilise le platane plus que les autres? C'était aussi un arbre qui résiste assez bien par rapport aux conditions de sol qui sont souvent assez délicates, on va dire, dans le milieu urbain. Il résiste aussi à des sols qui peuvent être assez différents, assez secs, assez humides. Et c'est vrai que ça résiste bien. C'est un bois aussi assez fiable qui est bien structuré et pas trop fragile. Parce que c'est pas son milieu naturel, l'arbre. On est sur des terres qui sont très pauvres, avec plein de canalisations qui passent au milieu. Comment fait le système racinaire pour se faire une place? Et la pollution pour les feuillages, comment on se fait une place quand on a un arbre? C'est un filtre anti-pollution aussi, l'arbre. C'est vrai que par rapport au bruit, au phénomène de température et autres, c'est vrai que c'est un effet tampon assez fort. Et lui, après, par contre, il s'adapte tout à fait. Il va essayer de se faufiler entre ces réseaux. Après, bien sûr, on va mettre certaines protections par rapport aux réseaux souterrains, tous les tuyaux que l'on peut avoir. Ça peut, c'est assez rare, c'est même très rare, mais ça peut se produire des fois sur des vieilles canalisations un petit peu poreuses. Il peut y avoir certaines racines qui se faufilent des fois. Les automobilistes le savent, les arbres, ça peut être une plaie aussi. Ah bon? Non, c'est pas possible. Quand on garde sa voiture sous certains arbres, parfois, on peut retrouver des espèces de cols. Là. Alors, justement, sur le choix des essences, aujourd'hui, est-ce qu'on fait attention aux désagréments qui peuvent être causés aux citadins qui les... Oui, bien sûr, on fait attention. Maintenant, c'est vrai ce que vous évoquiez. Il peut y avoir quelques sécrétions de miel en période printanière comme actuellement, avec des pucerons qui sont des insectes piqueurs-suceurs qui vont piquer la feuille et sécréter des substances sucrées quand ça chute sous forme de gouttelettes sur les voitures. C'est vrai que c'est pas très agréable, même en tant que piéton, des fois. On marche sur les trottoirs, on peut avoir un effet de chewing-gum sous les chaussures qui n'est pas très agréable. Il ne faut pas incriminer les arbres, il faut incriminer les pucerons. Voilà. Mais bon, il y a des régulations aussi qui se mettent en place naturellement avec des coccinelles, chrysopes maintenant qui sont aussi présents et qui régulent aussi naturellement tous ces parasites. Quand on est chargé de l'urbanisme dans une petite ville, moi je voudrais un arbre qui perd pas ses feuilles l'automne parce que ça fait des frais en moins, qui ne pousse pas plus haut pour éviter les tailles. Est-ce que ça existe un arbre idéal pour un aménageur ?
Non, ou alors si, enfin peut-être un arbre en plastique. Je pense un arbre artificiel, ça peut qu'on enlève, répondre qu'on plie, qu'on range quand on veut plus Voilà, voir. voilà, ça c'est comme les sapins, certains sont voilà, sur des sapins artificiels, mais c'est la préoccupation aujourd'hui des aménageurs de se dire... Oui, c'est sûr, on plante plutôt un arbre au bon endroit, en tenant compte des différentes contraintes, mais après c'est du vivant, donc il faut aussi faire avec des fois certaines petites contraintes, comme les feuilles peuvent aussi chuter, ça on n'a pas le choix. D'où c'est vrai qu'un arbre en plastique, mais bon, je pense que c'est pas l'objectif du tout à Nantes. Il nous reste que 2 minutes, donc vous avez amené plein de choses, Rémi Salvador. Plein de choses. On parlait de la fragilité des arbres tout à l'heure. Ouais. Ils sont fragiles notamment aux insectes. On en parlait avec les pucerons. Là, vous nous avez apporté des exemples de feuilles de... Alors, rappelez-moi, du tulipier de Virginie, c'est ça ? Du tulipier de Virginie, qui est un arbre qui vient des États-Unis, de la Virginie. Et là, on voit justement sur la feuille qui a... Redresser la feuille, voilà, on verra mieux. Voilà, qu'il y a des pucerons verts qui sont présents. Et on voit juste à côté des petits points jaune-orangé, ce sont des œufs de coccinelle. Et sur la seconde feuille, même, ça peut être encore plus intéressant parce qu'on va voir les larves de coccinelle qui viennent d'éclore. Et ces larves de coccinelle sont des prédateurs de pucerons. Donc ça, c'est un exemple concret de régulation naturelle de population de pucerons. Donc avec ça, vous aurez moins de problèmes de sécrétion de miel sur les voitures et le fait d'avoir un arbre qui... Et en un mot, un autre problème, c'est la chenille processionnaire du pin. Et pour ça, vous avez des outils, notamment. Des pièges phéromones, ce sont des pièges qui sont posés de mi-juin jusqu'à début août pour piéger les papillons mâles qui vont se reproduire. Donc là, ils se retrouvent piégés, donc il n'y a pas de reproduction par rapport à ces chenilles processionnaires du pin. Oui, on n'attire pas les chenilles, mais on évite qu'elles ne deviennent chenilles, en fait, que les papillons. Pour réguler cette reproduction, donc on attire les papillons mâles qui se retrouvent piégés dans ces pièges à entonnoir, donc ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas ressortir. Voilà. Et un dernier chiffre pour conclure, plus de 50 000 arbres sur l'espace public, 293 000 sur l'espace privé. Donc autant dire qu'en fait, la plupart des arbres, ils sont sur les espaces privés dans nos jardins. Voilà. Et là, vous, évidemment, avec le SEV, vous ne pouvez pas intervenir. On peut quand même apporter certains conseils à chaque particulier, surtout si c'est sur espace Beauvais classé. Merci beaucoup, Rémi Salvador. Merci Denis. Au revoir. Au revoir.